Des secrets gravés sur de vieux thèmes mènent au meurtre et à la trahison. Bienvenue à Vérités Obscures. Je suis votre hôte, Léon. Rejoignez la famille grandissante des mystères. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Chacun de vos commentaires donne vie à cette histoire. C'est par une matinée maussade et pluvieuse de fin novembre que je me retrouvais à nouveau confortablement installé dans notre salon familier du 221B Baker Street, bercé par les odeurs réconfortantes du tabac froid et du café turc. Dehors, une fine bruine balayait les rues de Londres, tel un rideau tiré sur le visage gris de la ville. Le feu sifflait tandis que Holmes y jetait une bûche humide, ses longs doigts légèrement tachés d'encre et de poussière de craie, fruit d'une obscure expérience à laquelle il s'était plongé depuis l'aube. Il n'avait pas parlé depuis plus d'une heure, à l'exception d'une observation sur la pigmentation curieuse d'une rainette sud-américaine, prononcée à propos et accueillie par mon silence poli. J'étais à mi-chemin de la journal médical britannique lorsque le coup sec du heurtoir de la porte résonna dans la cage d'escalier. Holmes remua, mais ne se leva pas. « Voilà, Watson », murmura-t-il en esquissant un léger pincement des lèvres. « C'est le bruit d'une botte militaire, de poids moyen, bien cirée. Le porteur est à la fois ponctuel et consciencieux. Un client, sans doute, peut-être un homme ayant des origines coloniales. » Avant que je puisse demander plus d'explications, les pas rapides de Madame Hudson l'ont amené à notre porte. « Un gentleman désire vous voir, Monsieur Holmes. Il a demandé la discrétion. » Holmes jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à moi avec un clin d'œil. « Faites-le entrer. » Un instant plus tard, un homme grand et large d'épaules entra, vêtu d'un trench-coat humide et tenant un paquet bien serré sous le bras. Son visage était buriné, marqué non seulement par l'âge, mais aussi par des années de vent, de soleil et de regret. La ligne uniforme de sa moustache et le port de ses épaules trahissaient la discipline militaire, même si son regard exprimait une obscurité bien plus profonde. « Je suis le colonel Archibald Popham, » dit-il sans préambule. « Retraité, j'ai servi dans le génie du Bengale jusqu'en 1989. Vous m'avez été recommandé par un ancien supérieur, le général de brigade Whitson. » Holmes s'inclina légèrement. « Et qu'est-ce qui vous amène en ville par une matinée aussi maussade, colonel ?» Popham hésita. « Une carte, dit-il finalement, et un homme mort. » Holmes se pencha en avant, visiblement intéressé. « Allez-y !» Le colonel Popham déballa le paquet et en sortit un fin folio relié en cuir contenant une liasse de feuilles de vélin cassantes, chacune gravée de lignes délicates, d'annotations topographiques et de marques à l'encre délavée. Même moi, qui n'étais pas un expert en cartographie, je pouvais constater l'ancienneté et la précision de l'ouvrage. Cette carte, expliqua Popham, a été dessinée il y a près de 40 ans par un certain Algernon Ponsonby, ancien cartographe royal du bureau topographique indien. C'était un génie, disèrent certains. D'autres, un traître. Holmes haussa légèrement les sourcils. Ah, je me souviens du nom. Le scandale Ponsonby. Des cartes falsifiées, n'est-ce pas? Une affaire qui a failli coûter à l'Empire ses bases orientales. Exactement. Il a été traduit en cour martiale par contumace et a disparu peu après. Tout le monde pensait qu'il avait fui le continent. Certains pensaient qu'il était mort dans l'anonymat, enfin jusqu'à la semaine dernière. Popham produisit un document plus petit. Un rapport de police aux bords effilochés. Le corps de Ponsonby a été découvert dans une pension de famille délabrée de Limehouse. Aucune pièce d'identité n'a été fournie, mais un vétéran, survivant du Survey Corps, l'a reconnu. Il vivait sous un pseudonyme, Joseph Langford. Il est mort de cause dite naturelle, une insuffisance cardiaque. « Et vous en doutez ?» demanda Holmes doucement. Popham hocha la tête. Le dernier bien de Ponsonby était cette carte. Elle était cachée sous le plancher, enveloppée dans une toile cirée. J'ai été convoqué par le gendarme local en raison de mes liens antérieurs avec le bureau topographique. Et Holmes, cette carte représente une partie du nord de l'Afghanistan, mais elle comporte aussi des inscriptions que je ne peux expliquer, des symboles,
des anomalies, quelque chose qui ressemble à un code. Holmes avait pris la carte et la scrutait déjà avec cette intensité de rapace que je connaissais si bien. Son doigt s'arrêta sur un marquage étrange près d'un col montagneux. Ce n'est pas une sténographie militaire, ni une convention géographique. Watson, qu'en pensez-vous? Je me suis penché, même si mes compétences en cryptographie étaient au mieux rudimentaires. Les symboles ressemblaient à des étoiles, 4, disposées en une curieuse spirale, entrecoupée de points. En dessous se trouvait une inscription en latin. Le mort n'a pas encore écrit son dernier mot. J'ai traduit. Les morts n'ont pas écrit leur dernier mot. Holmes eut un léger sourire. L'épitaphe d'un cartographe ou une invitation. Le colonel Popham serra les dents. Ce n'est pas le pire. 3 jours après la mort de Ponsonby, une jeune femme s'est présentée à ma porte. Une inconnue. Elle avait l'allure d'une gouvernante mais était terrifiée au-delà de toute raison. Elle disait qu'on la suivait, qu'elle avait hérité d'un héritage laissé par Ponsonby. Avant que je puisse la presser d'en savoir plus, elle s'est enfuie. Et maintenant, elle a disparu. Plus aucun signe d'elle depuis. Holmes se leva et étira, sa silhouette élancée, les yeux brillants. Un cartographe déshonoré retrouvé mort, un chiffrement déguisé en cartographie et une femme disparue hantée par des poursuivants invisibles. Oui, colonel, je crois que votre cas mérite notre attention. Il se tourna vers moi, déjà embrasé par cette lueur exaspérante d'anticipation. Prends ton revolver, Watson. On est peut-être en territoire inconnu. La bruine matinale s'était transformée en un brouillard épais lorsque Holmes et moi sommes sortis de Baker Street. La carte du colonel soigneusement scellée dans sa mallette en cuir. Des fiacres passaient bruyamment, tandis que nous nous dirigions vers les archives cartographiques du British Museum, où Holmes comptait vérifier la légitimité et la pertinence historique de l'étrange création de Ponsonby. Pourtant, alors même que nous roulions, le silence de Holmes me disait que ses pensées étaient déjà plongées dans une toile invisible pour tous, sauf pour lui-même. « Je dois avouer, Holmes, dis-je, rompant notre silence amical, que j'ai du mal à comprendre ce qui a tant captivé votre imagination. La simple apparition d'un chiffre sur une vieille carte militaire n'implique-t-elle pas en soi un acte criminel? » Holmes tapota la vitre embuée de son index. « Ah, Watson, toujours le soldat de l'esprit raisonnable. Imaginons un instant que Ponsonby ne soit pas mort de cause naturelle. Supposons qu'il transporte avec lui des informations si sensibles, si dangereuses, qu'elles nécessitent non seulement d'être dissimulées, mais aussi d'être codées au cœur même de sa profession. Cartes, graphiques et symboles. Qui alors aurait eu raison de le retrouver après 40 ans? Un vieux rival? Un ancien associé? Peut-être. Ou peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune, quelqu'un qui n'a découvert que récemment ce que Ponsonby avait pu cacher. Je soupçonne, Watson, que nous ne sommes pas seulement confrontés à la mort d'un homme, mais à l'ombre de son héritage, un héritage inachevé et très probablement volé. Nous sommes arrivés au musée peu après 10 heures. Holmes nous a conduits par une entrée latérale, où il a été accueilli par un homme à lunettes, d'âge indéterminé, qui s'est adressé à lui avec une chaleureuse familiarité. « Monsieur Holmes, un plaisir toujours. Vous continuez à tenir nos indexeurs en haleine, je vois. »« Je m'efforcerai de le faire aujourd'hui, monsieur Frawley, » répondit Holmes avec un léger sourire. « J'ai besoin d'accéder à l'index de la cartographie coloniale de 1850 à 1885, en particulier aux frontières afghanes et aux documents du bureau topographique du Bengale. » Frawley nous fit franchir un portail en fer forgé et descendre dans une série de salles de lecture dont les plafonds voûtés absorbaient l'écho de nos pas. Holmes étala la carte de Ponsonby sur une surface en lin, sous l'une des douces lampes suspendues du musée, récupérant sa loupe pendant que je feuilletais les registres. Ponsonby a soumis 2 relevés remarquables durant son mandat, murmurai-je en lisant à voix haute. L'un en 1871, cartographiant le corridor de Kaboul, et l'autre en 1878,
pendant les soulèvements tribaux le long du Khyber. Mais il y a un curieux vide. Aucun document entre 1879 et 1884. Après cela, seulement des notes sur son renvoi et sa disgrâce. Exactement, dit Holmes, en scrutant un groupe de lignes de quadrillage à peine visibles dans un coin de la carte. Et pourtant, ce document porte des inscriptions conformes à son style ultérieur. Des techniques de triangulation distinctives et des notations d'altitude inhabituelles. Observez à nouveau cette spirale d'étoiles et l'inscription latine. Watson, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelqu'un joue au poète avec des symboles, dis-je prudemment. Holmes gloussa. Ou peut-être un homme jouant au géomètre avec des énigmes. Il sortit un petit journal de la poche de son manteau, un vieux volume en cuir que lui avait récemment prêté le colonel Popham. Ceci a été récupéré dans les affaires de Ponsonby. Cela semble anodin, des observations sur les conditions météorologiques et les chaînes d'approvisionnement. Mais regardez ici. Il tourna la page vers une page à moitié remplie d'une écriture dense en latin et en grec. Le coin supérieur portait exactement le même symbole à 4 étoiles que celui figurant sur la carte. Holmes lut à haute voix « La latitude est un voile, la longitude un déguisement, mais un chemin droit attend celui qui lit les cieux. » « Un poème » demandai-je. « Un chiffre déguisé en vers, » répondit Holmes, « mais avec des implications pour la navigation. La latitude est un voile, une suggestion que les coordonnées géographiques pourraient être intentionnellement trompeuses. La longitude est un déguisement, ce qui implique une mauvaise direction. Pourtant, il promet un chemin droit à ceux qui lisent le ciel. Des repères astrologiques, peut-être, ou la navigation céleste. Mais dans quel but? Holmes tapota la carte d'un air pensif. C'est là, Watson, l'essentiel. Si Ponsonby a réellement codé un lieu de valeur, qu'il soit militaire, politique ou même monétaire, alors il a aussi laissé les moyens de le trouver, et quelqu'un d'autre est en train de le chercher. Il referma la carte et la rangea. Dans son folio, nous devons retrouver la jeune femme dont le colonel a parlé. Elle pourrait détenir la clé ou être en grand danger. Nous sommes retournés à Baker Street en début d'après-midi, où Holmes a immédiatement demandé à Madame Hudson de préparer un petit repas, bien que j'aie remarqué qu'il n'avait pris que du café noir. À 15 heures, l'inspecteur Lestrade est arrivé, convoqué par Holmes avec un télégramme bref mais énigmatique du matin. Il salua Holmes avec sa politesse brusque habituelle et me fit un signe de tête. « Eh bien, Holmes, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cartographe mort? Le Yard a déjà validé cette affaire. Mort naturelle, aucun soupçon d'acte criminel. » Holmes haussa un sourcil. « Pardonnez-moi, Lestrade, mais je n'ai jamais vu un homme mourir d'une crise cardiaque en cachant des cartes militaires chiffrées sous son plancher. » Lestrade fronça les sourcils. « Tu es plutôt romantique, non ?» Holmes ignora la pique et lui servit une tasse de thé. « Avez-vous toujours accès aux archives de la police de Limehouse? Plus précisément, à la pension où Ponsonby, alias Langford, a été découvert. » Lestrade sirota son thé. « On a le rapport. La propriétaire dit qu'il est discret, payé en liquide, sans amis, sans visiteurs. Un vrai fantôme. » La voix de Holmes baissa légèrement. « Et la jeune femme, celle qui a rendu visite au colonel Popham, quelqu'un à Limehouse a-t-il signalé? Une femme correspondant à sa description? Une gouvernante craintive ?» Lestrade secoua la tête. « Je n'ai reçu aucun rapport de ce genre, mais je vais creuser. » Holmes se pencha en avant, ses yeux désormais étincelants d'une vive intention. « Vas-y. » « J'ai des raisons de croire qu'elle a disparu, et que sa disparition n'est pas sans lien avec la mort de Ponsonby. De plus, je parierais que quelqu'un d'autre s'est intéressé au contenu de cette carte, quelqu'un prêt à réduire les autres. » Au silence pour l'obtenir. Lestrade le fixa du regard, puis murmura « Qu'est-ce qu'on regarde exactement ici, Holmes? De l'espionnage, peut-être? Ou quelque chose de plus ancien, peut-être même enfoui dans les péchés lointains? De l'Empire. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la brume qui s'épaississait en cette fin d'après-midi londonienne.
Ponsonby fut ruiné par un scandale, mais il était manifestement convaincu que son œuvre ultime était d'une telle importance qu'il osa revenir dans ce pays pour la préserver. La vraie question, Lestrade, n'est pas de savoir comment il est mort, mais pourquoi il a choisi de risquer sa vie ici, après tant d'années d'exil. Il approchait du crépuscule lorsque Holmes et moi avons reçu notre prochain indice, même si à ce moment-là, il ne semblait pas plus qu'un simple fragment. Un garçon est arrivé à notre porte, une enveloppe scellée à la main. Il a simplement s'arrêté de Limehouse et s'est précipité dans le brouillard. Holmes l'ouvrit aussitôt. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite au crayon. Il m'a retrouvé. Je n'aurais pas dû aller voir le colonel. Ils veulent ce qu'on m'a donné. Retrouvez-moi près de la tour de l'horloge, sous le viaduc, à minuit. N'amenez pas la police. Hadji Holmes tenait le mot entre deux doigts. Hadji, murmura-t-il. La disparue, l'héritière de Ponsonby, peut-être à plus d'un titre. Tu penses que c'est authentique? Holmes me jeta un coup d'œil. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ce soir, Watson, on va à Limehouse. Le brouillard de Limehouse ne ressemblait pas à celui de Baker Street. Il était épais, crasseux et teinté d'odeurs de fumée de charbon, de saumure et de chanvre en décomposition. Une soupe de délabrement industriel qui collait aux vêtements et semblait évoquer des crimes oubliés. Tandis que Holmes et moi avancions dans les ruelles étroites et éclairées au gaz menant au vieux viaduc ferroviaire, je ne pus m'empêcher de sentir le froid de l'appréhension s'installer sous mon pardessus. Minuit approchait à grands pas, et les seuls bruits étaient les craquements lointains des bateaux amarrés et les aboiements occasionnels d'un chien errant. Holmes marchait devant moi, silencieux comme à son habitude, col relevé, les yeux scrutant chaque porte, chaque ombre. Malgré l'urgence du message que nous avions reçu plus tôt dans la journée, il avait insisté pour que nous arrivions non pas à l'heure précise, mais 10 minutes plus tôt, cachés dans l'ombre près de la base de la grande arche de briques. Il était convaincu que ceux qui envoient des messages anonymes agissent rarement seuls, ou sans surveillance. Nous nous sommes accroupis derrière un fouillis de barriques abandonnées, près d'un entrepôt abandonné. Le viaduc ferroviaire se dressait au-dessus, monument maculé de suie témoignant du progrès et de l'abandon de l'époque victorienne. Le grand clocher en fer à côté, hors service depuis longtemps, penchait maintenant légèrement sur le côté, ses aiguilles figées à 2h30. « Observez, » murmura Holmes en désignant discrètement un léger mouvement, sous le viaduc, juste à gauche du pilier de pierre. Je scrutai le brouillard et la vis, une femme vêtue, d'un châle et d'un bonnet gris, immobile comme si elle faisait partie de la pierre. Sa tête tournait nerveusement d'un côté à l'autre, serrant contre sa poitrine quelque chose, un paquet enveloppé dans du papier Kraft. « Mademoiselle agit, je suppose, » murmura Holmes. « Reste à savoir si elle est effrayée ou si elle tend. » Un piège. Nous attendîmes. 2 minutes passèrent, puis 3. Finalement, Holmes se leva lentement et s'avança vers elle, les mains visibles, la démarche décontractée. Je le suivis, la main posée sur le petit revolver discrètement glissé dans ma poche. La femme sursauta à notre approche, mais Holmes leva une main apaisante. « Vous m'avez convoqué, » dit-il doucement. « Nous sommes venus seuls, comme demandé. Je suis Sherlock Holmes, voici le docteur Watson. » Elle hésita, son regard se perdant dans nos pensées, comme pour confirmer que nous n'étions pas suivis. Puis, apparemment rassurée, elle s'approcha et mit le paquet dans les mains de Holmes. « Je m'appelle Alice Jordan, » murmura-t-elle. « Mais tu ne dois plus le dire à voix haute. S'ils apprennent que je t'ai parlé, je suis fini. »« Mademoiselle Jordan, » dit Holmes en examinant le colis sans le déballer, « vous avez mentionné dans votre message que quelqu'un vous poursuivait. Dites-moi, qui sont ces « ils » ? Je ne connais pas leur nom, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je sais ce qu'ils veulent. Monsieur Langford, le colonel Ponsonby, plutôt, m'a donné ceci avant de mourir. Il a dit que j'étais la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Il m'a dit de le remettre au colonel à Kensington s'il lui arrivait quelque chose. Mais j'ai paniqué. J'ai attendu trop longtemps.
Elle s'arrêta, luttant pour se ressaisir. Il y a une semaine, j'ai été suivi. D'abord par un homme en pardessus marron, puis par un autre qui boitait et avait l'œil de travers. Je les ai vus devant ma pension. L'un d'eux a même essayé de soudoyer ma logeuse pour obtenir la clé de ma chambre. J'ai pris la fuite. Depuis, je me cache. Pourquoi Ponsonby vous a-t-il fait confiance? Ai-je demandé. Elle me regarda alors, les yeux brillants et perçants malgré la peur, parce que j'étais sa copiste. Il me dictait des lettres. Il me faisait confiance pour transcrire des coordonnées et réviser de vieilles notes de terrain. J'étais la seule à avoir jamais vu son véritable travail. Il disait que les autres ne le comprendraient jamais. Holmes brandit le colis. « Puis-je » Elle hocha la tête. Avec une précision chirurgicale, il déballa les feuilles de papier pour révéler une chemise en cuir déchirée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Des cartes, des croquis topographiques et un parchemin particulièrement usé, orné d'une série de symboles étranges, semblables aux inscriptions chiffrées que nous avions vues plus tôt. Le Tamarndum. Visage de Holmes s'illumina d'intensité. Extraordinaire. Ce n'est pas une carte ordinaire, c'est un palimpseste. Il y a une seconde couche sous la surface, probablement écrite à l'encre invisible ou au crayon délavé. J'aurais besoin de mon kit de réactif pour la déchiffrer entièrement. Soudain, un bruit, un frottement de cuir sur un pavé, nous interrompit. Holmes se figea, les yeux plissés. « Vite ! Derrière le pilier !» Alice Jordan porta la main à sa bouche, tandis que nous nous baissions sous l'arche du viaduc. Deux silhouettes surgirent du brouillard, d'un pas prudent, et posées. L'une était grande et voûtée, l'autre petite et large, avec la démarche caractéristique d'un homme qui se remet d'une vieille blessure. « Boiteux », murmura Holmes. « Mademoiselle Jordan, est-ce l'un des hommes ?» Elle hocha la tête, pâle. Les hommes se sont arrêtés à quelques mètres de l'endroit où nous étions accroupis. « Tu es sûr qu'elle viendrait ici ?» demanda le grand, d'une voix rauque. « C'est sûr, » grogna l'autre. « Je l'ai vu tendre le mot au garçon. C'est ici qu'elle a dit de se retrouver. » Ils restèrent un long moment immobiles, scrutant l'obscurité. Puis l'homme grand cracha sur les pavés. « Elle n'est pas là. On attend. Elle viendra. » Holmes me fit un signe de 2 doigts, un geste que nous avions déjà utilisé à maintes reprises. Je me tendis. Il fouilla dans son manteau, non pas pour une arme, mais pour une petite boîte métallique. Puis, d'un mouvement de va-et-vient, il la lança à plusieurs mètres derrière les hommes, où elle atterrit avec une secousse métallique, bruit. Le bruit eut l'effet escompté. Les 2 hommes se retournèrent aussitôt. Holmes saisit l'occasion, attrapa Alice par le bras et la poussa dans la direction opposée. Nous courûmes presque en silence le long du bord obscur du viaduc, débouchant dans une rue latérale au moment même où le bruit d'une poursuite résonnait derrière nous. « Ici !» cria Holmes en hélant un taxi qu'il avait réservé des heures plus tôt, anticipant, comme toujours, qu'une retraite rapide pourrait devenir nécessaire. Nous sommes entrés précipitamment. Holmes a donné l'adresse de Baker Street, alors que le taxi s'éloignait à toute vitesse. Mademoiselle Jordan s'est effondrée dans un coin, tremblante. « Vous avez donc été suivi ?» dit Holmes, non sans gentillesse. « J'ai été prudente, » dit-elle d'une voix faible. « Mais je pense qu'il le savait. Je n'aurais jamais dû venir. »« C'est absurde, » répondit-il. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Et, grâce à votre courage, nous sommes un peu plus près de découvrir la vérité sur l'héritage de Ponsonby. » De retour à Baker Street, Holmes ne perdit pas de temps. Tandis qu'Alice reposait en sécurité dans le salon sous l'œil vigilant de Madame Hudson, il s'enferma dans son laboratoire, où il entreprit le délicat processus de révélation de ce qui se cachait sous le parchemin chiffré. Je restais dans le fauteuil, veillant sur Mademoiselle Jordan qui somnolait légèrement. Malgré son épuisement, il y avait quelque chose d'admirable dans sa posture, la façon dont elle tenait la tête, même dans son sommeil. Elle n'avait pas fui aveuglément. Oh, elle avait pris un risque pour la vérité, et sa loyauté envers un vieil homme déshonoré en disait long. 2 heures s'écoulèrent avant qu'Holmes n'émerge, les manches retroussées
les doigts légèrement tachés d'encre chimique. « Watson, dit-il en brandissant le document désormais translucide, nous l'avons. » Il le posa sur la table, sous la lumière de la lampe. Les espaces autrefois vides s'étaient transformés en détails. Des annotations manuscrites, des relèvements au compas et autre chose. Un sceau orné en forme d'octogone avec un serpent enroulé autour et les mots latins « la vérité des ténèbres ». La vérité des ténèbres, ai-je traduit? Holmes hocha la tête. Ce n'était pas une étude militaire ordinaire. Ponsonby cartographiait quelque chose de caché, quelque chose que ses supérieurs lui avaient peut-être interdit. Ce symbole. Il tapota le sceau. Je l'ai déjà vu une fois dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Il n'est pas associé à la géographie, mais à la richesse. Un trésor? Demandai-je. Pas d'or, Watson. Des connaissances, des documents, des artefacts. Quelque chose a été enterré ou dissimulé lors des campagnes à la frontière nord. Ponsonby l'a trouvé, ou s'en est approché, puis il a été discrédité et réduit au silence. Mais par qui? Holmes se tourna vers la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. C'est ce que nous devons apprendre. Vite, avant que nos ennemis ne décident que Mademoiselle Jordan et moi sommes des fardeaux plutôt que des distractions. Le lendemain matin, un froid glacial s'insinua à travers les volets de Baker Street. Holmes, qui n'avait dormi que quelques heures à l'aube, était déjà à la table du petit déjeuner, examinant le palimpseste révélé à l'aide d'une loupe de bijoutier et d'une série de loupes. Mademoiselle Alice Jordan, qui avait dormi sous la surveillance de Madame Hudson, en ressortit pâle mais résolue, serrant un carnet dans une main et son manteau dans l'autre. Holmes leva les yeux de la carte et lui adressa un signe de tête approbateur. « Tu as dormi ?»« Un peu, » répondit-elle. « Pas bien. Vous avez fait mieux que beaucoup d'autres que j'ai vus après de telles rencontres, » dit-il. « Mademoiselle Jordan, ce que j'attends de vous aujourd'hui est à la fois simple et, je dois l'admettre, dangereux. » Elle s'assit en face de lui, ses doigts fins serrant le carnet. « Je t'écoute. » Holmes fit un geste vers le document découvert. « Ce sceau, la vérité des ténèbres, elle appartient à une division aujourd'hui disparue du renseignement militaire. Pendant les campagnes afghanes, une unité connue sous le nom informel de section des cartographes était chargée de cartographier les vallées inexplorées, d'identifier les territoires tribaux et discrètement de localiser des artefacts anciens et des dépôts de savoir avant les empires rivaux. Elle dépendait directement de Whitehall mais opérait dans une obscurité quasi totale. J'ai haussé un sourcil. Le colonel Ponsonby était impliqué dans tout ça? Holmes hocha brièvement la tête. Oui, et d'après les preuves dont nous disposons maintenant, il a découvert quelque chose qu'il ne souhaitait pas qu'il approfondisse. Mademoiselle Jordan se pencha en avant. Mais pourquoi le discréditer? Pourquoi détruire son nom? Parce que, Mademoiselle Jordan, dit Holmes d'une voix calme, dans le monde des secrets militaires, la connaissance est plus dangereuse que l'ignorance. Si la découverte de Ponsonby avait des implications politiques ou des ramifications coloniales, il aurait été plus prudent de l'ignorer complètement plutôt que d'accepter ses conclusions. Surtout si celles-ci contredisaient les documents officiels ou les traités. Il s'est tourné vers moi. « Watson, nous devons consulter les archives des géographies coloniales. Elles se trouvent au sous-sol du Royal Institute of Empire, derrière les expositions publiques. L'accès nécessite une autorisation spéciale. Heureusement, je connais un homme qui me doit une faveur. »« Et moi ?» demanda Mademoiselle Jordan, la voix ferme malgré la tension dans ses épaules. Holmes la considéra. « Je dois vous demander de rester ici, hors de vue. Les hommes qui vous ont suivi la nuit dernière ne seront pas découragés par notre fuite. Madame Hudson veillera à ce que personne n'entre, et j'ai pris la liberté de prévenir l'inspecteur Lestrade de poster un agent en civil à proximité. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Très bien. Mais vous me direz ce que vous avez trouvé. »« Ah, tu seras le premier. » À midi,
Holmes et moi nous trouvions sous le portique de marbre du Royal Institute of Empire, un imposant édifice au plafond en dôme, aux colonnes corinthiennes et aux plaques de bronze commémorant des explorations oubliées depuis longtemps. À l'intérieur, le public parcourait les expositions consacrées aux routes commerciales et aux réseaux ferroviaires, tandis que Holmes nous conduisait discrètement vers un couloir latéral marqué personnel et chercheur uniquement. Là, il tapota un bref rythme sur le cadre de la porte en laiton, un code, je présumais, et quelques instants plus tard, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés et à l'expression méfiante émergea de derrière une pile de plans. « Sherlock Holmes, » murmura l'homme en nous faisant entrer, « vous aviez dit que vous ne réclameriez jamais cette dette. »« J'ai menti, » répondit Holmes d'un ton enjoué. « Monsieur Emerson, ici le docteur Watson, nous avons besoin d'accéder aux archives de géographie coloniale, des dossiers scellés, si possible. Tout ce qui concerne les opérations dans l'Hindou couche entre 1879 et 1882. Plus précisément, une unité connue sous le nom de section des cartographes. Emerson hésita. Ces archives sont classifiées, une grande partie a été purgée. Mais pas tout, dit Holmes, les yeux plissés. J'imagine que l'Institut tient des registres non répertoriés. Pour la continuité de ses recherches internes, n'est-ce pas? L'archiviste soupira, puis nous fit signe de descendre. Venez, mais si quelqu'un vous le demande, je ne vous ai jamais vu. Les archives des géographies coloniales étaient une vaste salle souterraine, froide, sèche et totalement dépourvue de lumière, à l'exception des lampes à gaz installées entre les étroites étagères. Des rangées d'armoires métalliques s'étendaient dans l'obscurité, étiquetées en latin, en pachtoun et dans une sténographie bureaucratique que même Holmes reconnaissait comme d'un flou exaspérant. Emerson nous a conduits dans une alcôve restreinte, où des caisses en bois étaient scellées avec des tampons de cire provenant de bureaux disparus depuis longtemps. « Voici ce qui reste, » dit-il en posant une lanterne sur une caisse. « Certaines boîtes n'ont pas été ouvertes depuis les années 80. Il va falloir faire vite. Je vous donne 30 minutes. Ensuite, je vous raccompagne dehors. » Soudain, un bruit, un frottement, de cuir sur un pavé, nous interrompit. Holmes se figea, les yeux plissés. « Vite, derrière le pilier. » Alice Jordan porta la main à sa bouche tandis que nous nous baissions sous l'arche du viaduc. Deux silhouettes surgirent du brouillard, d'un pas prudent et posé. L'une était grande et voûtée, l'autre petite et large avec la démarche caractéristique d'un homme qui se remet d'une vieille blessure. « Boiteux », murmura Holmes. « Mademoiselle Jordan, est-ce l'un des hommes ?» Elle hocha la tête, pâle. Les hommes se sont arrêtés à quelques mètres de l'endroit où nous étions accroupis. « Tu es sûr qu'elle viendrait ici ?» demanda le grand. D'une voix rauque. « C'est sûr, » grogna l'autre. « Je l'ai vu tendre le mot au garçon. C'est ici qu'elle a dit de se retrouver. » Elle me regarda alors, les yeux brillants et perçants malgré la peur. Parce que j'étais sa copiste, il me dictait des lettres. Il me faisait confiance pour transcrire des coordonnées et réviser de vieilles notes de terrain. J'étais là, seul à avoir jamais vu son véritable travail. Il disait que les autres ne le comprendraient jamais. Holmes brandit le colis. « Puis-je » Elle hocha la tête. Avec une précision chirurgicale, il déballa les feuilles de papier pour révéler une chemise en cuir déchirée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Des cartes, des croquis topographiques et un parchemin particulièrement usé, orné d'une série de symboles étranges, semblables aux inscriptions chiffrées que nous avions vues plus tôt. Le tout visage de Holmes s'illumina d'intensité. Extraordinaire. Ce n'est pas une carte ordinaire, c'est un palimpseste. Il y a une seconde couche sous la surface, probablement écrite à l'encre invisible ou au crayon délavé. J'aurais besoin de mon kit de réactif pour la déchiffrer entièrement. Soudain, un bruit. Un frottement de cuir sur un pavé nous interrompit. Holmes se figea, les yeux plissés. Vite, derrière le pilier.
Alice Jordan porta la main à sa bouche, tandis que nous nous baissions sous l'arche du viaduc. Deux silhouettes surgirent du brouillard, d'un pas prudent et posé. L'une était grande et voûtée, l'autre petite et large, avec la démarche caractéristique d'un homme qui se remet d'une vieille blessure. Boiteux. Théa, murmura Holmes. Mademoiselle Jordan, est-ce l'un des hommes? Elle hocha la tête, pâle. Les hommes se sont arrêtés à quelques mètres de l'endroit où nous étions accroupis. « Tu es sûr qu'elle viendrait ici ?» demanda le grand, d'une voix rauque. « C'est sûr, » grogna l'autre. « Je l'ai vu tendre le mot au garçon. C'est ici qu'elle a dit de se retrouver. » Ils restèrent un long moment immobiles, scrutant l'obscurité. Puis l'homme grand cracha sur les pavés. « Elle n'est pas là, on attend, elle viendra. » Holmes me fit un signe de 2 doigts, un geste que nous avions déjà utilisé à maintes reprises. Je me tendis. Il fouilla dans son manteau, non pas pour une arme, mais pour une petite boîte métallique. Puis, d'un mouvement de va-et-vient, il la lança à plusieurs mètres derrière les hommes, où elle atterrit avec une secousse métallique. Bruit. Le bruit eut l'effet escompté. Les 2 hommes se retournèrent aussitôt. Holmes saisit l'occasion, attrapa Alice par le bras et la poussa dans la direction opposée. Nous courûmes presque en silence le long du bord obscur du viaduc, débouchant dans une rue latérale au moment même où le bruit d'une poursuite résonnait derrière nous. « Ici !» cria Holmes en hélant un taxi qu'il avait réservé des heures plus tôt, anticipant, comme toujours, qu'une retraite rapide pourrait devenir nécessaire. Nous sommes entrés précipitamment. Holmes a donné l'adresse de Baker Street, alors que le taxi s'éloignait à toute vitesse. Mademoiselle Jordan s'est effondrée dans un coin, tremblante. « Vous avez donc été suivie ?» dit Holmes non sans gentillesse. « J'ai été prudente, » dit-elle d'une voix faible. « Mais je pense qu'il le savait. Je n'aurais jamais dû venir. »« C'est absurde, » répondit-il. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Et, grâce à votre courage, nous sommes un peu plus près de découvrir la vérité sur l'héritage de Ponsonby. » De retour à Baker Street, Holmes ne perdit pas de temps. Tandis qu'Alice reposait en sécurité dans le salon sous l'œil vigilant de Madame Hudson, il s'enferma dans son laboratoire, où il entreprit le délicat processus de révélation de ce qui se cachait sous le parchemin chiffré. Je restais dans le fauteuil veillant sur Mademoiselle Jordan qui somnolait légèrement. Malgré son épuisement, il y avait quelque chose d'admirable dans sa posture, la façon dont elle tenait la tête, même dans son sommeil. Elle n'avait pas fui aveuglément. Elle avait pris un risque pour la vérité, et sa loyauté envers un vieil homme déshonoré en disait long. 2 heures s'écoulèrent avant qu'Holmes n'émerge, les manches retroussées, les doigts légèrement tachés d'encre chimique. « Watson, » dit-il en brandissant le document désormais translucide, « nous l'avons. » Il le posa sur la table sous la lumière de la lampe. Les espaces autrefois vides s'étaient transformés en détails. Des annotations manuscrites, des relèvements au compas et autre chose. Un sceau orné en forme d'octogone avec un serpent enroulé autour et les mots latins « La vérité des ténèbres ». La vérité des ténèbres. Ai-je traduit? Holmes hocha la tête. Ce n'était pas une étude militaire ordinaire. Ponsonby cartographiait quelque chose de caché, quelque chose que ses supérieurs lui avaient peut-être interdit. Ce symbole? Il tapota le sceau. Je l'ai déjà vu une fois dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Il n'est pas associé à la géographie, mais à la richesse. Un trésor? Demandai-je. Pas d'or, Watson. Des connaissances, des documents, des artefacts. Quelque chose a été enterré ou dissimulé lors des campagnes à la frontière nord. Ponsonby l'a trouvé, ou s'en est approché. Puis il a été discrédité et réduit au silence. Mais par qui? Holmes se tourna vers la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. C'est ce que nous devons apprendre, vite, avant que nos ennemis ne décident que Mademoiselle Jordan et moi sommes des fardeaux plutôt que des distractions. Le lendemain matin, un froid glacial s'insinua à travers les volets de Baker Street. Holmes, qui n'avait dormi que quelques heures à l'aube,
était déjà à la table du petit déjeuner, examinant le palimpseste révélé à l'aide d'une loupe de bijoutier et d'une série de loupes. Mademoiselle Alice Jordan, qui avait dormi sous la surveillance de Madame Hudson, en ressortit pâle mais résolue, serrant un carnet dans une main et son manteau dans l'autre. Holmes leva les yeux de la carte et lui adressa un signe de tête approbateur. « Tu as dormi ?»« Un peu, » répondit-elle. « Pas bien. Vous avez fait mieux que beaucoup d'autres que j'ai vus après de telles rencontres, » dit-il. « Mademoiselle Jordan, ce que j'attends de vous aujourd'hui est à la fois simple et, je dois l'admettre, dangereux. » Elle s'assit en face de lui, ses doigts fins serrant le carnet. « Je t'écoute. » Holmes fit un geste vers le document découvert. « Ce sceau, la vérité des ténèbres, elle appartient à une division aujourd'hui disparue du renseignement militaire. Pendant les campagnes afghanes, une unité connue sous le nom informel de section des cartographes était chargée de cartographier les vallées inexplorées, d'identifier les territoires tribaux et discrètement de localiser des artefacts anciens et des dépôts de savoir avant les empires rivaux. Elle dépendait directement de Whitehall, mais opérait dans une obscurité quasi totale. J'ai haussé un sourcil. Le colonel Ponsonby était impliqué dans tout ça? Holmes hocha brièvement la tête. Oui, et d'après les preuves dont nous disposons maintenant, il a découvert quelque chose qu'il ne souhaitait pas qu'il approfondisse. Mademoiselle Jordan se pencha en avant. Mais pourquoi le discréditer? Pourquoi détruire son nom? Parce que, Mademoiselle Jordan, dit Holmes d'une voix calme, dans le monde des secrets militaires, la connaissance est plus dangereuse que l'ignorance. Si la découverte de Ponsonby avait des implications politiques ou des ramifications coloniales, il aurait été plus prudent de l'ignorer complètement plutôt que d'accepter ses conclusions, surtout si celles-ci contredisaient les documents officiels ou les traités. Il s'est tourné vers moi. « Watson, nous devons consulter les archives des géographies coloniales. Elles se trouvent au sous-sol du Royal Institute of Empire, derrière les expositions publiques. L'accès nécessite une autorisation spéciale. Heureusement, je connais un homme qui me doit une faveur. »« Et moi ?» demanda mademoiselle Jordan, la voix ferme malgré la tension dans ses épaules. Holmes la considéra. « Je dois vous demander de rester ici, hors de vue. Les hommes qui vous ont suivi la nuit dernière ne seront pas découragés par notre fuite. Madame Hudson veillera à ce que personne n'entre, et j'ai pris la liberté de prévenir l'inspecteur Lestrade de poster un agent en civil à proximité. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Très bien, mais vous me direz ce que vous avez trouvé. Car tu seras le premier. » À midi, Holmes et moi nous trouvions sous le portique de marbre du Royal Institute of Empire, un imposant édifice au plafond en dôme, aux colonnes corinthiennes et aux plaques de bronze commémorant des explorations oubliées depuis longtemps. À l'intérieur, le public parcourait les expositions consacrées aux routes commerciales et au réseau ferroviaire, tandis que Holmes nous conduisait discrètement vers un couloir latéral, marqué personnel et chercheur uniquement. Là, il tapota un bref rythme sur le cadre de la porte en laiton. Un code, je présumais. Et quelques instants plus tard, un homme d'âge moyen, aux cheveux clairsemés et à l'expression méfiante, émergea de derrière une pile de plans. « Sherlock Holmes, » murmura l'homme en nous faisant entrer, « vous aviez dit que vous ne réclameriez jamais cette dette. »« J'ai menti, » répondit Holmes d'un ton enjoué. « Monsieur Emerson, ici le docteur Watson. Nous avons besoin d'accéder aux archives de géographie coloniale, des dossiers scellés si possible. Tout ce qui concerne les opérations dans l'Hindou couche entre 1879 et 1882. Plus précisément, une unité connue sous le nom de section des cartographes. » Emerson hésita. « Ces archives sont classifiées. Une grande partie a été purgée. Mais pas tout, » dit Holmes, les yeux plissés. « J'imagine que l'Institut tient des registres non répertoriés pour la continuité de ses recherches. Internes, n'est-ce pas ?» L'archiviste soupira puis nous fit signe de descendre. « Venez. Mais si quelqu'un vous le demande, je ne vous ai jamais vu. » Les archives des géographies coloniales
était une vaste salle souterraine, froide, sèche et totalement dépourvue de lumière, à l'exception des lampes à gaz installées entre les étroites étagères. Des rangées d'armoires métalliques s'étendaient dans l'obscurité, étiquetées en latin, en pachtoun, et dans une sténographie bureaucratique que même Holmes reconnaissait comme d'un flou exaspérant. Emerson nous a conduits dans une alcôve restreinte où des caisses en bois étaient scellées avec des tampons de cire provenant de bureaux disparus depuis longtemps. « Voici ce qui reste, » dit-il en posant une lanterne sur une caisse. « Certaines boîtes n'ont pas été ouvertes depuis les années 80. Il va falloir faire vite. Je vous donne 30 minutes. Ensuite, je vous raccompagne dehors. » Soudain, un bruit, un frottement. De cuir sur un pavé, nous interrompit. Holmes se figea, les yeux plissés. « Vite, derrière le pilier. » Alice Jordan porta la main à sa bouche tandis que nous nous baissions sous l'arche du viaduc. Deux silhouettes surgirent du brouillard, d'un pas prudent et posé. L'une était grande et voûtée, l'autre petite et large, avec la démarche caractéristique d'un homme qui se remet d'une vieille blessure. « Boiteux », murmura Holmes. « Mademoiselle Jordan, est-ce l'un des hommes ?» Elle hocha la tête, pâle. Les hommes se sont arrêtés à quelques mètres de l'endroit où nous étions accroupis. « Tu es sûr qu'elle viendrait ici ?» demanda le grand, d'une voix rauque. « C'est sûr, » grogna l'autre. « Je l'ai vu tendre le mot au garçon. C'est ici qu'elle a dit de se retrouver. Ah, lui ont ordonné d'arrêter. Ils ont dit que la crête était maudite, que les tribus locales ne nous guideraient pas. Puis Arrow est mort, il est tombé dans un ravin, mais... » Trench détourna le regard. Son corps était brûlé. Pas d'animaux, pas de traces de lutte. Juste carbonisé, comme s'il avait touché quelque chose de mal. Le silence s'installa. Mademoiselle Jordan pâlit, mais ne pleura pas. Holmes, cependant, se redressa. Et après l'incident, ils ont scellé les cartes. Ils ont fermé la division. Ponsonby a tenté de publier ses conclusions dans des revues scientifiques. Le ministère l'a diffamé. Il a accusé des falsifications de documents. J'ai entendu dire qu'ils avaient même fabriqué de fausses preuves de détournement de fonds. Il est mort seul. Holmes hocha lentement la tête. Et pourtant sa carte a survécu. Elle a circulé dans la famille pour finalement tomber entre les mains de mademoiselle Jordan. « Elle est plus courageuse que moi, » dit Trench en se levant. « Je brûlerai cette carte et j'oublierai l'existence de cette vallée. » Il hésita à la porte. « Mais je vais te dire une dernière chose. La grotte que nous cherchions, elle avait un nom, murmuré par les habitants. Porte en silence. La porte du silence. » Après le départ de Trench, Holmes resta longtemps silencieux, assis à la fenêtre, son violon posé sur ses genoux. L'instrument resta intact. « Et maintenant ?» demandai-je. Holmes prit enfin la parole. « Nous sommes désormais en possession d'informations que d'autres ont tenté de taire pendant des décennies. Un nom, la porte du silence, des coordonnées, bien qu'incomplètes, et un témoin qui confirme que Ponsonby a été réduite au silence pour avoir découvert quelque chose d'inexplicable. » Il se tourna vers mademoiselle Jordan. « Vous souvenez-vous que votre grand-père tenait un journal qui n'était pas conservé avec les archives officielles ?» Elle cligna des yeux puis hocha lentement la tête. « Oui, un petit journal relié en cuir. Je ne l'ai jamais lu. Il était toujours dans sa malle de voyage, celle qu'il avait rapportée de Kaboul. Est-ce que c'est toujours en votre possession ?»« Il est dans le grenier de la maison de campagne de ma famille dans le Wiltshire, fermé à clé, je crois. Je n'ai pas ouvert ce coffre depuis des années. » Holmes se leva. « Alors, mademoiselle Jordan, il semble que nous devions nous rendre dans le Wiltshire. Ce journal pourrait contenir les coordonnées finales, ou la dernière vérité que Ponsonby ait osé écrire. » À l'aube du lendemain, nous étions dans le train pour Salisbury. La campagne défilait dans des gris humides et brumeux. Holmes, inhabituellement immobile, garda les yeux fermés pendant une grande partie du trajet, ses longs doigts tapotant nonchalamment la manche de son manteau. Mademoiselle Jordan était assise à côté de moi, la tension des événements récents ayant teint son visage presque fantomatique, et pourtant, dans son silence,
il y avait aussi de la détermination. Lorsque le train arriva enfin dans la gare tranquille du village, près de la maison familiale, le brouillard était si bas qu'il semblait effacer les limites du monde. « Qu'à ici !» dit-elle en nous conduisant dans une ruelle étroite bordée de haies couvertes de givre. Sa maisonnette se dressait au sommet d'une modeste colline, enveloppée de lierre et de silence. À l'intérieur, les pièces sentaient la lavande et le vieux papier. Elle nous conduisit par un escalier grinçant jusqu'au grenier, où un coffre bombé reposait sous un drap. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait un journal étroitement relié, dont le cuir était craquelé, et la serrure intacte. À côté, nichée sous plusieurs couches de tissu, se trouvait une seconde carte, plus petite, bien plus ancienne celle-ci, dessinée à la main à l'encre délavée et marquée de sceaux trop précis pour être tribaux. Holmes le tenait à la lumière. « Watson, » murmura-t-il, « nous avons le point final. » Il n'a pas souri. Au lieu de cela, il a simplement dit « Maintenant, le danger commence vraiment. » Le soleil matinal perçait l'épais brouillard londonien tandis que nous retournions à Baker Street, le journal relié de cuir et la carte ancienne soigneusement rangée dans la sacoche de Holmes. Pourtant, leur poids dépassait leur masse. Il y avait quelque chose de menaçant dans ces pages fragiles, un silence qui hurlait. Holmes s'installa à son bureau, le journal ouvert devant lui, la petite carte ancienne à côté. Je pris ma place, habituelle, carnet à la main, me préparant à une nouvelle plongée dans l'héritage complexe du colonel Ponsonby. Mademoiselle Jordan nous observait tranquillement depuis la banquette côté fenêtre, ses doigts entortillant nerveusement la chaîne d'argent autour de son cou. Sa détermination était admirable, mais je sentais l'angoisse qu'elle cachait soigneusement. Holmes tapota un long doigt osseux sur la première page du journal. Il s'agit de l'écriture de Ponsonby lui-même, plus claire que je ne l'aurais cru bien que de cette écriture militaire ciselée, dit-il. Procédons avec prudence. Ce texte pourrait nous éclairer sur les raisons qui l'ont conduit à la disgrâce. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire à haute voix, d'une voix saccadée et posée, 17 février 1893. La porte du silence se rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, la peur des guides locaux s'intensifie. Ils parlent d'anciennes malédictions et d'esprits gardant la vallée, nous avertissant de ne pas réveiller ce qui se cache au-delà de la crête chantante. Mes propres doutes oscillent entre superstition et raison. Pourtant, les découvertes me poussent à aller de l'avant. J'ai dessiné les ruines, et les inscriptions sont indéchiffrables, ni persanes, ni arabes. Les secrets renfermés ici pourraient altérer les cartes du monde. Connu, mais à quel prix? J'écris ceci en guise de testament, si jamais je ne reviens pas. Les lèvres de Miss Jordan tremblaient. Holmes se pencha en avant, les yeux scrutants. Il mentionne ici un journal distinct de celui-ci, un journal de terrain. S'il est retrouvé, il précisera les coordonnées finales. Il l'a caché, craignant que sa découverte ne mette en danger des vies innocentes. Il m'a regardé. Watson, il semble que Ponsonby avait des raisons de croire que la connaissance elle-même représentait un danger. Avons-nous une idée de l'endroit où pourrait se trouver ce journal de bord? Ai-je demandé. Holmes eut un léger sourire. Pas encore, mais la carte ancienne nous offre un indice. Il tapota le parchemin usé à côté du journal. Il était délicat, brun et cassant sur les bords, mais l'encre restait sombre. On y trouvait une représentation grossière de la crête chantante, le ravin où Harrow avait péri, et une petite croix près du pied des montagnes, marquée porte Yekamoshi, la porte du silence. Les symboles ici sont fascinants, remarqua Holmes. Ils correspondent aux anciennes runes Sith, signifiant seuil et gardien. Ponsonby a dû consulter un expert en langues anciennes. L'Institut royal pourrait peut-être détenir une clé. J'ai organisé une visite du British Museum avec Holmes et Miss Jordan le lendemain. La salle de lecture, faiblement éclairée, sentait le cuir et la poussière, un environnement idéal pour explorer les mystères de l'Antiquité.
Nous y avons rencontré le professeur Algernon Huxley, philologue réputé, spécialisé dans les écritures anciennes d'Asie centrale. Huxley était un homme mince, ses lunettes perchées sur l'arête de son nez aquilin. Ses yeux pétillaient d'excitation tandis que nous déployions la carte et posions le journal devant lui. « Ce sont bien des runes », dit-il en passant son doigt sur l'écriture effacée. On en voit rarement en dehors des collections des musées. Porte, silence, observateur, autant d'avertissements. La porte du silence était censée protéger un secret que personne n'était censé découvrir. Pensez-vous que ces avertissements étaient littéraux ou métaphoriques? A demandé Holmes. Les deux peut-être, songea Huxley. Les peuples anciens codèrent souvent leur histoire dans des légendes. La porte pouvait abriter un trésor ou une malédiction. Quoi qu'il en soit, elle était censée dissuader les intrus. Holmes hocha la tête d'un air pensif. « Merci, professeur. Vos idées pourraient s'avérer cruciales. » Notre piste suivante consistait à retrouver le journal de bord de Ponsonby, mais la piste s'était évaporée. Les archives du Royal Institute n'en contenaient aucune trace, et même la famille de Mademoiselle Jordan ne possédait aucun document au-delà de ce que nous possédions déjà. Les jours passèrent, chacun apportant son lot de tensions. Holmes s'impatientait, se réfugiant souvent dans son violon pour jouer des passages frénétiques qui me laissaient le vertige. Mademoiselle Jordan me confia ses craintes d'une présence invisible qui obscurcissait ses mouvements. Puis, tard un soir, une lettre arriva, remise par un jeune garçon au visage blême de froid et d'anxiété. L'enveloppe ne portait aucune inscription, à l'exception d'un étrange symbole dans un coin. Une clé stylisée avec un serpent enlacé. Holmes brisa soigneusement le sceau. À l'intérieur se trouvait une brève note, le journal de bord, et plus proche que vous ne le croyez. Regardez où l'ancien monde rencontre le nouveau sous le regard du gardien. Aucune signature. Holmes fronça les sourcils. Le Guardian, ce doit être un monument. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre, où se dressait le grand dôme du British Museum, ses colonnes néoclassiques ressemblant aux yeux vigilants d'une ancienne sentinelle. « Serait-ce ici ?» demandai-je. Les yeux de Holmes brillèrent. « C'est fort possible, Watson. Nous avons notre prochaine destination. Ce soir-là, sous un ciel nuageux, nous sommes retournés au musée. Holmes et moi nous sommes glissés dans la salle de lecture après la fermeture, aidés par un commis compréhensif qui croyait en la cause de Holmes. Les yeux perçants de Holmes inspectèrent chaque recoin, chaque rebord, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une statue, un gardien de marbre, un lion avec des ailes et un serpent enroulé autour de ses pattes. « Sous ce lion, » murmura Holmes, « le journal de bord de Ponsonby pourrait se trouver. » À l'aide d'un petit pied de biche et avec une délicatesse extrême, Holmes ouvrit un panneau sous le piédestal de la statue. À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique, ternie par le temps et couverte de poussière. Nous l'avons extrait et sommes retournés en toute hâte à Baker Street. À notre logement, Holmes ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait un journal plus petit, en cuir souple et doux malgré son âge, et une feuille de parchemin pliée portant une carte dessinée à la main, plus précise que les autres, avec une topographie détaillée de la vallée marquée à l'encre bleue et rouge. Mademoiselle Jordan se pencha, se essoufflait. Holmes commença à lire le journal de bord, 3 mars 1893. La porte n'est pas seulement un lieu, mais un seuil entre la connaissance et l'oubli. Aujourd'hui, nous avons découvert des gravures antérieures à toute civilisation connue. Ici, elle parle d'une chambre souterraine dépositaire de secrets. Notre guide a refusé d'aller plus loin. Je soupçonne qu'il craint ce qui se trouve au-delà. Holmes replia le journal avec révérence. Les mots de Ponsonby brossent un tableau saisissant. Une chambre souterraine renfermant des vérités si profondes qu'elles ont brisé la carrière et la vie d'un homme. « Mais quel genre de secret ?» murmura Mademoiselle Jordan. « Des secrets pour lesquels il vaut la peine de tuer ?» Le regard de Holmes s'aiguisa.
Les secrets d'une puissance capable de modifier les frontières des nations, de réécrire l'histoire, voire de débloquer des technologies disparues. La cartographie de Ponsonby n'était pas une simple cartographie, c'était une quête de maîtrise de l'information elle-même. Pendant les 2 jours suivants, Holmes et moi avons étudié la carte, traçant des itinéraires et des points de repère, tandis que Miss Jordan correspondait avec des amis de confiance dans le Wiltshire, organisant une 2e expédition dans la vallée elle-même. Mais un malaise grandissait, le sentiment que chacun de nos faits et gestes était observé. D'étranges ombres vacillaient dans le brouillard, des pas résonnaient là où personne ne devrait être. Un soir, Holmes convoqua brusquement l'inspecteur Lestrade à Baker Street. « Je crois que nous avons un adversaire dangereux », a déclaré. Holmes, quelqu'un qui cherche à récupérer l'héritage de Ponsonby par tous les moyens nécessaires. Lestrade, le visage sombre, a confirmé qu'un agent anonyme avait été observé en train de suivre Mademoiselle Jordan et que des tentatives avaient été faites pour s'introduire dans sa maison familiale. Holmes a tapoté la carte avec une force délibérée. Le véritable danger réside dans ce qui reste inconnu, et il est impératif que nous le découvrions avant ceux qui voudraient l'utiliser comme arme. Alors que nous nous préparions au départ, Holmes a partagé un rare moment de réflexion. « Watson, l'art de la déduction ne consiste pas seulement à résoudre des énigmes, mais à anticiper les conséquences d'une connaissance une fois révélée. Le sort de Ponsonby est un terrible avertissement, pourtant nous devons continuer, car dans les ténèbres du passé se trouvent les clés du présent, et ainsi, avec les premières lueurs de l'aube, notre voyage au cœur de la nature sauvage afghane a commencé. L'air frais du matin était chargé d'un brouillard incessant, tandis que notre voiture serpentait à travers les faubourgs de Londres en direction de la gare de Paddington. L'agitation habituelle de la ville était atténuée, comme si la métropole elle-même hésitait à assister au développement d'un nouveau chapitre de l'affaire Ponsonby. Holmes était assis en silence à côté de moi, son regard perçant se posant de temps à autre sur le journal et les cartes que nous avions soigneusement emballées pour le voyage à venir. Mademoiselle Jordan, qui avait décidé de nous accompagner, paraissait résolue, mais visiblement tendue. Les récentes menaces et les ombres qui la suivaient avaient marqué son calme habituel. Pourtant, elle ne faiblit pas et ne laissa échapper aucune hésitation. J'admirais son courage, et c'était peut-être sa force tranquille qui ressaisissait Holmes lorsque la moindre distraction aurait pu le déstabiliser. Notre destination était claire. Traverser l'Angleterre jusqu'au cœur de l'Asie centrale, puis de là, atteindre la vallée reculée et dangereuse indiquée sur le journal de bord de Ponsonby. Ce qui nous y attendait, nul ne pouvait le dire avec certitude, mais la détermination inébranlable de Holmes ne laissait planer aucun doute. Il fallait aller de l'avant. Le voyage en Afghanistan fut ardu, à tous égards. Après un long voyage, en train à travers l'Europe, nous embarquâmes sur un bateau à vapeur à destination de Karachi, puis poursuivirent notre route à cheval et à dos de chameau à travers un terrain rocailleux et impitoyable. Chaque pas nous éloignait un peu plus du monde victorien familier et nous plongeait dans l'énigme que Ponsonby avait laissée derrière lui. Holmes se révéla un planificateur méticuleux, étudiant chaque élément topographique de la carte, croisant les descriptions des notes de Ponsonby avec les rapports modernes des explorateurs et des guides locaux. Il conservait un petit étui en cuir contenant des instruments, boussole, sextant et un baromètre finement réglé, des outils aussi indispensables sur le terrain que son intelligence redoutable. Mademoiselle Jordan s'est rapprochée des villageois, parlant leur dialecte avec une aisance surprenante, sans doute due à ses années d'expérience sur le domaine de son père et à ses fréquents voyages en Orient. Sa présence nous a ouvert des portes qui, autrement, seraient restées closes. Pourtant, une atmosphère de suspicion planait sur nous. La vallée avait longtemps été considérée comme un lieu tabou par les habitants. Un soir, alors que le soleil brillait d'un rouge cramoisi derrière les crêtes montagneuses lointaines, notre petit groupe campa près d'un ruisseau cristallin.
Les bruits de la nature, le hurlement lointain des loups, le murmure du vent dans les pins, me rappelèrent notre place sur cette vaste planète indifférente. Holmes se tenait à l'écart, le visage obscurci par la lumière vacillante du feu, les yeux fixés sur la carte déployée devant lui. « Je trouve curieux, » murmura-t-il, « que Ponsonby mentionne la porte du silence, en des termes qui suggèrent non seulement une barrière physique, mais un seuil métaphysique. Les superstitions des habitants ne sont pas sans fondement, semble-t-il. » Mademoiselle, Jordan s'agenouilla à côté de lui. Les guides parlent d'une caverne, cachée sous le fond de la vallée, gardée par d'anciennes runes et des esprits. Personne n'ose s'y aventurer. Holmes sourit faiblement, le coin de sa bouche s'agitant d'amusement. Un parfait contrepoids à la détermination d'un explorateur. Le lendemain matin, avec une détermination renouvelée, nous avons gravi la dernière crête surplombant la vallée de Darvaza-Yekamoshi. La vue était époustouflante. Un tapis de falaises déchiquetées, de forêts verdoyantes et de rivières, sinueuses s'étendant jusqu'à un horizon incertain. Pourtant, sous sa beauté naturelle, se cachait une tension palpable, comme si la vallée elle-même retenait son souffle en prévision de notre intrusion. Holmes a étudié la carte, la comparant avec le terrain devant nous. L'entrée devrait être près d'ici, dit-il en désignant un affleurement rocheux marqué par une formation particulière, une flèche torsadée de granit ressemblant à une sentinelle vigilante. Nos guides, pour la plupart des hommes silencieux des montagnes, échangeaient des regards inquiets. « C'est ici que se trouve la porte », dit Karim, notre guide principal, à voix basse. « Mais ce n'est pas une porte de bois ou de pierre, c'est la porte du silence, des secrets. » Nous nous approchâmes prudemment de l'affleurement, le craquement du gravier sous nos bottes résonnant, anormalement fort dans l'air immobile. Holmes portait une lanterne. Sa lueur vacillante éclairait les ombres irrégulières projetées par la flèche. À sa base se trouvait une étroite crevasse, à peine assez large pour qu'un homme puisse passer. « Ponsonby a dû entrer ici », murmura Holmes à l'intérieur. L'air était frais et sec, les murs gravés des mêmes runes étranges que nous avions étudiées plus tôt. Je sentais le poids de l'histoire peser sur nous, et un léger malaise s'empara de moi. Holmes passa, ses doigts gantés sur les sculptures. « C'est là que réside le véritable défi, » dit-il doucement. « Interpréter le passé sans se laisser prendre par ses pièges. » Plus profondément dans la caverne, le passage débouchait sur une vaste salle au plafond plongée dans l'obscurité. Le sol était jonché de débris, poteries brisées, éclats de verre et fragments d'outils anciens. Mais c'est l'autel central qui attira le regard de Holmes, un socle en pierre gravé de symboles correspondant à ceux de la carte de Ponsonby. Holmes se dirigea rapidement vers l'autel, époussetant les couches de poussière. Ses doigts traçaient les lignes des sculptures, son esprit travaillant avec la précision d'un maître artisan. « Watson observe ceci, » dit-il. « Les inscriptions parlent d'un gardien du seuil, une épreuve pour ceux qui cherchent la chambre de l'au-delà. » Sauce, mademoiselle Jordan frissonna en me serrant le bras. « Croyez-vous aux histoires d'esprits et de malédictions ?» Les yeux de Holmes brillaient d'un amusement ironique. « La superstition est un outil pour dissuader les indignes. Notre défi, c'est de déchiffrer le mécanisme qui se cache derrière ce mythe. » Tandis que Holmes examinait l'autel, un léger clic résonna dans la pièce. Le sol sous nos pieds trembla légèrement, et un pan du mur glissa lentement sur le côté, révélant un étroit escalier descendant dans l'obscurité. Une rafale d'air froid souffla du passage, emportant avec elle l'odeur de la terre ancienne et de quelque chose de métallique. Holmes alluma sa lanterne et se tourna vers nous. « C'est là, mes amis, que réside le véritable héritage de Ponsonby. Mais attention, nous entrons maintenant dans l'inconnu. » Nous descendîmes l'escalier avec précaution, la pierre froide et glissante sous nos bottes. La cage d'escalier s'ouvrait sur une voûte souterraine, dont les murs étaient tapissés d'étagères remplies de livres poussiéreux,
de parchemins et d'objets curieux. Au centre du coffre se trouvait un coffre massif, entouré de fer et scellé par une serrure complexe. Holmes s'agenouilla et examina le mécanisme. « Ce n'est pas une serrure ordinaire, songea-t-il. C'est un code, une énigme destinée à protéger ce qui se trouve à l'intérieur. » Tirant de son manteau un petit carnet, Holmes esquissa le schéma de la serrure, le comparant au motif trouvé dans le journal. Le mécanisme semblait nécessiter une combinaison de symboles alignés selon une séquence précise, connue uniquement du cartographe et de ceux qui déchiffrèrent ces indices. Soudain, un grondement lointain résonna dans la voûte. De la poussière tomba du plafond, et l'air devint lourd. Les yeux de mademoiselle Jordan s'écarquillèrent. « Tu as entendu ça ?» La mâchoire de Holmes se serra. « Nous ne sommes pas seuls. » Avant que nous puissions réagir, des pas résonnèrent. Au-dessus de nous, une ombre apparut à l'entrée de la cage d'escalier. « Tenez bon !» ordonna Holmes d'une voix froide et autoritaire. Une silhouette, vêtue de lourds vêtements, le visage dissimulé par un foulard, émergea de l'obscurité. Les yeux de l'intrus brillaient d'un mélange de désespoir et de détermination. « Écartez-vous, ou subissez les conséquences. » Qu'est-ce avertit l'homme avec un accent anglais. Les yeux de Holmes se plissèrent. « Vous êtes loin de chez vous, et encore plus loin de votre objectif. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à l'héritage du colonel Ponsonby ?» L'intrus hésita, puis baissa son arme, révélant qu'il s'agissait d'un homme d'âge moyen, le visage ridé par la souffrance. « Je recherche la vérité, » dit-il d'une voix tremblante, « et je ne permettrai pas qu'elle tombe entre les mains de ceux qui voudraient en abuser. » Holmes eut un léger sourire. « Alors peut-être ne sommes-nous pas si différents, après tout, mais la vérité est à double tranchant. Manie-la avec sagesse. » La confrontation tendue a été rompue lorsque l'intrus a révélé un fragment d'une vieille carte correspondant au journal de bord de Ponsonby, mais marquée de notes supplémentaires. « Votre cartographe était un imbécile. » cracha-t-il. « Il a découvert des secrets destinés à être enterrés. Je suis là pour terminer ce qu'il a commencé. » Les yeux de Holmes se posèrent sur la carte, puis revinrent sur l'homme. Finir ou enterrer la vérité? L'homme ne dit rien, mais la détermination d'acier dans ses yeux nous disait tout. À mesure que la soirée avançait, la trêve fragile se maintenait. Nous partagions ce que nous pouvions des notes de Ponsonby. Et l'homme nommé Rahim nous raconta une histoire de factions rivales, d'espionnage et des enjeux mortels liés aux secrets de la vallée. Ceux qui contrôlent le savoir contrôlent les frontières, la richesse et le pouvoir, déclara Rahim avec amertume. L'héritage de Ponsonby pourrait remodeler la carte des empires. Holmes écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Alors, soyons vigilants, dit Holmes, car dans le royaume des ombres, la lumière la plus vive est souvent la plus dangereuse. Alors que nous nous retirions pour la nuit dans la chambre forte souterraine, je me suis surpris à réfléchir à la complexité de l'affaire. L'héritage du cartographe déchu nous avait entraînés dans un réseau de tromperies et de dangers qui dépassait de loin un simple casse-tête géographique. Holmes resta à l'hôtel, les yeux fermés, comme s'il communiait avec l'esprit de Ponsonby lui-même. Demain, nous plongerions encore plus profondément au cœur du mystère et de l'héritage qui menaçait de nous consumer tous. La voûte souterraine était plongée dans une obscurité quasi totale, troublée seulement par la faible lueur de nos lanternes. Les murs de pierre froids semblèrent se refermer sur nous, leur silence pesant sous le poids des siècles. Dehors, le vent impétueux de la vallée murmurait à travers les pics déchiquetés, porteur d'une étrange promesse de secrets encore inconnus. Holmes, Rahim, Miss Jordan et moi formions un cercle silencieux autour du coffre cerclé de fer, au centre du coffre. La présence de l'intrus, autrefois menaçante, s'était transformée en une alliance tendue, forgée par la curiosité et la nécessité mutuelle. Pourtant, sous cette trêve fragile, couvait un courant sous-jacent dangereux. Chacun de nous était sur ses gardes,
attentif au moindre signe de trahison. Holmes s'accroupit devant le coffre, ses doigts gantés parcourant à nouveau les contours du mécanisme de la serrure. La serrure, un labyrinthe de runes gravées et de disques rotatifs, ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Elle semblait plus que mécanique. C'était un code exigeant, une connaissance qui transcendait le simple savoir-faire. « Nous devons comprendre la logique employée par Ponsonby, » dit Holmes doucement, les yeux brillants d'intensité. « Ce cadenas n'est pas une simple barrière, c'est la clé de l'héritage même qui nous a tous piégés. » Rahim s'agita, mal, à l'aise. Plus on s'attarde, plus la situation devient dangereuse. Les factions qui traquent le secret de Ponsonby ne cesseront pas. Mademoiselle Jordan jeta un coup d'œil vers l'étroit escalier que nous avions descendu. Avons-nous le temps d'être prudents? Ou devons-nous agir vite, peut-être trop vite? Holmes se leva, balayant la pièce du regard. Patience, chère mademoiselle Jordan. L'impatience a ruiné bien des projets louables. Notre fragile cessez-le-feu resta intact tandis qu'Holmes s'employait à examiner la serrure avec minutie. Il sortit une loupe et un petit couteau, manipulant soigneusement chaque cadran, tandis que Rahim montait la garde dans la cage d'escalier, l'éclat d'un couteau de chasse à peine dissimulé sous sa cape. Soudain, Holmes s'arrêta et sortit de sa poche le petit journal relié en cuir que Ponsonby avait confié à mademoiselle Jordan. En feuilletant les pages fragiles, son regard s'arrêta sur un passage précis, un dessin du motif complexe de la serrure, accompagné d'une inscription en écriture obscure. « La clé ne réside pas dans la force, mais dans la séquence, » murmura Holmes. « Le chiffrement de Ponsonby requiert un ordre précis de symboles, chacun correspondant aux constellations notées dans son journal. » Il compara les cadrans de la serrure aux cartes des constellations, son doigt traçant le chemin des étoiles, tracé sur les pages jaunies. « Regardez, la serrure exige l'alignement de ces 4 symboles, l'archère, le scorpion, le serpent et l'aigle, expliqua Holmes. Ce n'est qu'en les plaçant dans le bon ordre que le coffre révélera son secret. Rahim s'avança et examina attentivement le journal. Cet ordre est-il aléatoire ou reflète-t-il une vérité plus profonde? Holmes hocha la tête. Cela reflète les événements célestes survenus la nuit où Ponsonby a découvert la chambre. Ces notes décrivent la position des étoiles, qu'il a codées ici par mesure de sécurité. Les yeux de mademoiselle Jordan brillèrent d'un nouvel espoir. Alors nous avons notre point de départ. D'une main ferme, Holmes commença à ajuster les cadrans, alignant les symboles sur la carte céleste de Ponsonby. La salle retenait son souffle, la tension était palpable. Cliquez. Un subtil bourdonnement mécanique vibrait sous nos pieds lorsque la serrure céda, les bandes de fer se rétractant lentement pour révéler le contenu à l'intérieur. À l'intérieur du coffre se trouvait une collection d'artefacts, chacun méticuleusement préservé malgré les siècles, des parchemins, reliés en cuir délavé, un astrolabe délicat inscrit d'étranges runes, une carte en parchemin plié marquée de symboles mystérieux et une boîte en métal scellée, sombre et inquiétante. Holmes souleva soigneusement chaque objet, son expression étant un mélange de révérence et de détermination. « Voici les pièces de l'héritage de Ponsonby, » dit-il. « Mais pour en saisir toute la portée, il faut les examiner chacune avec attention. » Les parchemins contenaient les observations détaillées de Ponsonby sur la région, non seulement géographiques, mais aussi historiques et politiques. L'astrolabe, supposait Holmes, était un appareil conçu par Ponsonby pour décoder le code céleste qui protégeait le secret ultime de la vallée. Rahim examina la boîte métallique scellée d'un œil prudent. C'est ce que recherchent le plus les factions. Holmes inclina la tête. « Et je vous prie, que croyez-vous qu'il y ait à l'intérieur » Rahim hésita, puis secoua la tête. « Je ne peux pas le dire, mais je sais jusqu'où ils sont prêts à aller pour s'en emparer. » Cette nuit-là, notre campement dans la voûte était d'une vigilance inquiète. La lueur vacillante du feu projetait de longues ombres, et chaque craquement des os anciens de la caverne
semblait amplifiée par le silence. Je me sentais attiré par Miss Jordan, dont les pensées semblaient lointaines, tandis qu'elle fixait les flammes dansantes. « Tu as beaucoup enduré, » dis-je doucement. Elle hocha la tête, ses yeux reflétant la lueur du feu. La disgrâce de mon père, la perte du domaine, le poids des secrets que je n'ai jamais voulu porter. L'héritage de Ponsonby est étroitement lié à mon propre destin. Holmes, assis à proximité, écoutait sans interrompre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse mais ferme. Le passé n'est jamais vraiment passé. Il nous façonne, nous lie et offre parfois la rédemption, si seulement nous parvenons à en découvrir le sens. Le lendemain matin, Holmes nous rassembla autour de la carte en parchemin récupéré dans le coffre. Cette carte ne ressemblait à aucune autre que j'avais vue. Elle représentait non seulement le terrain, mais aussi des chemins cachés, des points de repère codés et une série de symboles qui semblaient former un sentier. Une carte routière menant plus profondément dans la vallée. Le trésor que nous recherchons, ça expliquait Holmes, n'est ni l'or ni les bijoux, mais le savoir. Un savoir capable de réécrire l'histoire. Le visage de Raïm s'assombrit. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, cela pourrait déclencher un conflit, voire pire. Holmes hocha gravement la tête. C'est pourquoi nous devons avancer prudemment. Il suivit les marques de la carte du doigt. Notre prochaine destination se trouve ici, un site que Ponsonby a baptisé le repos du gardien. L'énigme finale nous attend là-bas. Nous avons emballé nos affaires et sommes partis, la vallée s'étendant devant nous tel un labyrinthe vivant. Le voyage a mis notre endurance et notre détermination à rude épreuve, le terrain devenant de plus en plus hostile. Des falaises déchiquetées se dressaient au-dessus de nos têtes, et le sentier se rétrécissait dangereusement le long de rivières tumultueuses et de précipices abrupts. Tout au long de la journée, l'esprit de Holmes ne cessait d'analyser, de croiser les références et d'anticiper. Il parlait peu, mais rien ne lui échappait. Chaque pas, chaque brindille cassée, chaque son fugace était catalogué et stocké dans sa mémoire prodigieuse. À un moment donné, Miss Jordan s'est arrêtée près d'un groupe de fleurs sauvages, cueillant une seule fleur. « Ces plantes ne poussent que là où l'eau est pure, » dit-elle doucement. « Même ici, la vie persiste. » Holmes sourit brièvement. Un rappel qu'au milieu des secrets et des ombres, il y a toujours de l'espoir. À la tombée de la nuit, nous atteignîmes le site marqué « Le repos du gardien ». C'était un ancien cercle de pierre, patiné par le temps, mais toujours aussi imposant. Les pierres portaient les mêmes runes arcaniques que la voûte et l'autel, disposées selon un motif précis. Holmes examina attentivement les pierres. Ce cercle est une clé. C'est à la fois un repère et une énigme. Raïm scruta l'horizon avec nervosité. Et un piège. La vallée garde jalousement ses secrets. Le vent se leva soudain, soulevant poussière et feuilles dans une danse tourbillonnante. L'air semblait chargé d'énergie, et un léger bourdonnement résonnait jusqu'aux pierres elles-mêmes. Holmes posa ses mains sur la pierre centrale, fermant, les yeux en signe de concentration. « Le gambit du gardien », murmura-t-il, « l'épreuve ultime de la valeur. » Devant nous, le sol tremblait légèrement tandis que les pierres bougeaient, révélant un escalier caché descendant dans l'obscurité. Holmes se tourna vers nous. Nous sommes sur le seuil. Ce qui nous attend au-delà remettra en question tout ce que nous savons. Mademoiselle Jordan se força. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière. Raïm hocha la tête d'un air sombre. Alors allons-y, les yeux ouverts et le cœur prêt. L'étroit escalier menait à une caverne immense, dont les murs étaient ornés de fresques représentant d'anciens cartographes, explorateurs et gardiens. L'air était imprégné du parfum de la terre et de l'histoire. Au cœur de la caverne se dressait un piédestal sur lequel reposait un objet solitaire, un orbe cristallin, pulsant faiblement d'une lumière intérieure. Holmes s'approcha avec révérence, soulevant l'orbe avec précaution. « C'est là, dit-il, l'aboutissement de l'œuvre de Ponsonby, l'héritage qu'il a préservé au prix de tant d'efforts.
Mais alors que ses doigts se refermaient autour de l'orbe, une ombre se déplaça à l'entrée de la caverne. Une silhouette émergea de l'obscurité. Un autre membre de la faction, contre laquelle Rahim nous avait mis en garde, son expression froide et inflexible. « Alors, » dit l'homme d'une voix menaçante, « les imbéciles ont atteint le cœur du secret. L'héritage n'appartient qu'à nous. » Les yeux de Holmes brillèrent de défi. L'héritage appartient à la vérité, et la vérité ne sera pas entravée par la peur. Alors que les deux hommes s'affrontaient, la chambre semblait retenir son souffle, le dernier gambit du gardien se déroulant dans le silence et l'ombre. La salle était tendue. Chaque souffle, lourd comme si la caverne elle-même attendait le dévoilement du destin. L'orbe cristallin dans la main de Holmes irradiait une douce lueur, illuminant les traits décharnés de l'homme sorti de l'ombre. Ses yeux brillaient d'une froide détermination, et dans leurs yeux dansait le feu de l'ambition, une lueur dangereuse qui promettait le conflit. Holmes soutint le regard de l'homme sans sourciller. « Vous venez chercher ce que vous ne comprenez, ni ne méritez. » Les lèvres de l'étranger se retroussèrent en un sourire amer. La compréhension est réservée aux érudits et aux rêveurs. Le pouvoir est réservé à ceux qui osent s'en emparer. La main de Rahim reposait légèrement sur la poignée de son couteau, les yeux plissés. Mademoiselle Jordan se tenait, immobile mais silencieuse, son calme constituant un fragile bouclier contre la tempête naissante. La voix de Holmes était mesurée, posée. Le pouvoir exercé sans sagesse est une arme tournée vers l'intérieur, une malédiction qui consume son porteur. Pendant un long moment, les deux hommes échangèrent un regard, leur méfiance mutuelle étant palpable. Puis, contre toute attente, l'inconnu baissa les yeux et parla d'une voix plus basse. « Je ne recherche pas la destruction, mais la préservation. Le secret de la vallée est trop puissant pour être perdu ou détourné. Ma faction croit en la gestion responsable, le contrôle du chaos. » Holmes réfléchit attentivement. Gestion par le contrôle ou contrôle par la peur? Il y a une différence. L'étranger inclina légèrement la tête. Peut-être, mais l'alternative, c'est le chaos. La voix de Rahim rompit le silence. Si la gestion exige la tyrannie, alors je la rejette catégoriquement. Les yeux de mademoiselle Jordan scrutèrent le visage de Holmes. « Quel est votre jugement, monsieur Holmes ?» Holmes jeta un coup d'œil à l'orbe dont la lumière pulsait doucement. « Cet héritage est un dépôt, un fardeau autant qu'un don. Il ne peut être détenu par une faction en particulier, ni caché là où seuls les puissants pourraient le réclamer. » Il se tourna vers l'étranger. « Je propose un accord. » L'étranger fronça les sourcils. « Un accord? Entre ennemis ?» Holmes hocha la tête. « Oui, un pacte qui assure la protection de l'héritage, mais avec transparence et surveillance. Pas de secret ni de domination. » Les yeux de l'homme vacillèrent, l'incertitude traversant son visage. Après un long silence, il prit la parole. « Et si je refuse ?» Le regard de Holmes s'aiguisa. « Alors aucun de nous ne sortira vivant de cette pièce. » Rahim se tendit, prêt au conflit, mais Holmes leva la main, signe de calme. « La violence ici détruirait ce que nous cherchons tous à protéger. » L'étranger observa Holmes un instant, encore, puis hocha lentement la tête. « Très bien, écoutons cet accord. » Holmes a exposé sa vision avec clarté. Un conseil composé de représentants de toutes les factions, y compris des observateurs neutres, pour superviser l'utilisation et la protection de l'héritage. L'orbe et le savoir qu'il contenait ne resteraient accessibles que par consensus, garantissant qu'aucun parti ne pourrait exploiter son pouvoir. Mademoiselle Jordan a apporté son soutien, sa passion tempérée par la raison. La vallée appartient à tous ceux qui chérissent son histoire et son avenir. Nous devons la préserver sans égoïsme. Rahim, bien que réticent, a reconnu la sagesse de l'unité plutôt que de la division. Une paix fragile vaut mieux qu'une guerre éternelle. L'expression de l'étranger s'adoucit, laissant transparaître un respect réticent. C'est un début, mais la confiance se mérite. Holmes sourit faiblement. Alors, qu'il soit mérité. L'accord provisoirement conclu, l'atmosphère de la chambre
passa de la confrontation à la coopération. Holmes replaça soigneusement l'orbe sur le piédestal, sa lueur constante et rassurante. « Nous sécuriserons l'entrée de la salle avec des mesures de sécurité connues uniquement de ce conseil, » déclara Holmes. « Personne ne pourra y entrer sans l'approbation unanime. » L'étranger s'avança et lui tendit la main. « Je suis Rahman Malik, chef de la faction qui garde le main, flanc et de la vallée. Je respecterai cet accord. » Holmes serra la main qui lui était tendue. « Sherlock Holmes, ensemble nous honorerons l'héritage de Ponsonby. » Miss Jordan et Rahim échangèrent des regards soulagés, leur tension s'apaisant. Alors que les préparatifs du départ commençaient, Holmes se tourna vers mademoiselle Jordan. « Le nom de votre père sera lavé, sa vue sera préservée. » Elle sourit, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci, monsieur Holmes. » Rahim afficha un rare sourire. « Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour la vallée. » Les murs de la chambre semblaient respirer sous le poids des siècles enfin apaisés, l'héritage n'étant plus un fardeau, mais un phare. L'ascension depuis le caveau fut silencieuse, mais pleine d'espoir. Dehors, l'aube se levait sur les sommets escarpés, projetant une lumière dorée sur la vallée. L'air était vif, porteur de promesses de nouveaux départs. Holmes marqua une pause, regardant l'entrée. « Notre travail est loin d'être terminé, mais aujourd'hui nous avons fait un premier pas vers la paix. » Mademoiselle Jordan inspira profondément, soulagée par le poids des années. « J'y crois presque. » Rahim hocha la tête solennellement. Une paix fragile, mais une paix quand même. De retour au village, la nouvelle de notre découverte se répandit prudemment. Alliés comme rivaux, attendaient avec impatience les décisions du Conseil. La route à venir promettait des défis, mais aussi une chance de panser des blessures qui couvaient depuis longtemps. Holmes reprit sa contemplation silencieuse, étudiant les journaux et les objets de Ponsonby, cherchant une compréhension plus profonde. Un soir, alors que le village baissait dans la pénombre, Holmes parla doucement. « L'héritage est bien plus que des cartes et des secrets. C'est un témoignage de la fragilité et de la résilience humaine. » Miss Jordan a demandé « Pensez-vous que Ponsonby avait prévu tout cela ?» Les yeux de Holmes reflétaient la lueur vacillante du feu. Il a pressenti le prix de la vérité et celui du silence. C'est à nous de gérer les deux. Rahim, assis à côté de lui, hocha la tête d'un air pensif. Et pour protéger ce qui compte. À mesure que la nuit s'épaississait, je me suis retrouvé à réfléchir au voyage. Des rues tranquilles du village aux profondeurs du caveau caché, nous avions traversé l'histoire et la nature humaine. L'héritage du cartographe déchu était devenu en vérité un miroir, reflétant l'ambition, la peur, l'espoir et, finalement, la possibilité de la rédemption. Mais l'ombre du secret de la vallée persistait, rappelant que la paix, comme toutes les choses précieuses, doit être préservée avec vigilance. Les jours qui suivirent notre pénible exploration du caveau furent marqués par un calme rare. Pourtant, sous la surface de ce nouvel accord, des courants d'incertitude parcouraient encore la vallée et au-delà. Le conseil, convoqué à la hâte, avait accepté de surveiller les secrets de l'héritage. Mais de vieilles rancunes et des peurs inexprimées couvaient comme des braises, menaçant de s'enflammer à nouveau. Holmes était toujours en éveil, son esprit vif, s'interrogeant sur les multiples implications de l'héritage et de ses gardiens. Il passait de longues heures dans le modeste bureau du village, à étudier les journaux de Ponsonby et les inscriptions impénétrables de l'orbe. Je sentais qu'il cherchait une vérité plus profonde, au-delà des simples cartes et du pouvoir. Un soir, alors que le crépuscule se fondait dans la nuit, Holmes me convoqua au 221B Baker Street. Les pièces familières semblaient chargées d'impatience. « Watson, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude, « il y a quelque chose dans l'héritage de Ponsonby qui m'échappe encore, un écho du passé qui appelle notre attention. » Je m'installai dans mon fauteuil, habitué au moment d'intense concentration de Holmes. « Que soupçonnez-vous » Holmes prit une des vieilles cartes de Ponsonby et traça une ligne fine du doigt. Cette vallée était plus qu'un simple trésor de secrets. C'était un creuset,
un lieu où s'entremêlent histoire, ambition et trahison. Et je crois qu'il reste un dernier chapitre à découvrir. Il marqua une pause, les yeux brillants. Un chapitre qui pourrait expliquer le sort de Ponsonby lui-même. L'affaire avait déjà révélé des couches d'intrigue et de duplicité, mais cette suggestion d'une conclusion cachée me fit frissonner. La quête de Holmes n'était pas motivée par une simple curiosité, mais par la justice et la compréhension. Luffy. Lendemain matin, nous sommes repartis vers la vallée, cette fois accompagnés de Mademoiselle Jordan et de Raïm, tous deux impatients de dissiper les incertitudes persistantes. L'air était vif, chargé d'un léger parfum de pluie et de pin, et le sentier était bordé de fleurs sauvages, se balançant doucement au gré du vent. Alors que nous approchions du vieux chêne sous lequel Ponsonby avait enterré ses premières cartes, Holmes s'arrêta pour examiner l'écorce. « Remarquez la légère gravure ici », dit-il en appuyant son doigt sur une série d'initiales à peine visibles, entrelacées avec une date depuis longtemps effacée mais lisible. Mademoiselle Jordan se pencha. La marque de Ponsonby, sans doute. Mais que veut-elle nous dire? Les yeux de Holmes brillèrent. Même en secret, il souhaitait laisser un indice. À l'aide d'une petite brosse, Holmes dégagea soigneusement la terre autour des racines et déterra une boîte en métal rouillé, hermétiquement fermée. À l'intérieur, nous trouvâmes des lettres reliées par un ruban jauni, la correspondance personnelle de Ponsonby, longtemps cachée aux regards indiscrets. Les lettres racontaient une histoire de passion et de paranoïa, d'amitié et de trahison. Ponsonby avait confié à son confident, un collègue cartographe nommé Elias Hargrave, la véritable puissance de cet héritage. Mais l'ambition de Hargrave s'était assombrie, provoquant une brouille qui brisa leur alliance et ruina la réputation de Ponsonby. La voix de Holmes s'adoucit tandis qu'il lisait à haute voix. Les cartes ne délimitent pas seulement des chemins et des frontières, mais aussi des portes d'accès à la connaissance et à une influence inimaginable. Les protéger, c'est maintenir l'équilibre du pouvoir, mais entre de mauvaises mains, elles peuvent être une arme de destruction. Le visage de Mademoiselle Jordan pâlit. Alors Hargrave l'a trahi et a cherché à s'emparer de son héritage? Holmes hocha la tête d'un air sombre. En effet, et je soupçonne que les étranges propriétés de l'orbe sont liées à cette connaissance, peut-être une clé pour déverrouiller ses portes. Le regard de Raïm était dur. Alors le danger est loin d'être écarté. Holmes plia soigneusement les lettres. Il est de notre devoir de veiller à ce que cet héritage demeure un gardien de la vérité, et non un instrument de tyrannie. De retour au village, l'ambiance avait changé. Les rumeurs sur les machinations obscures de Hargrave et la chute tragique de Ponsonby ravivaient de vieilles craintes et de nouvelles tensions entre les factions. Pourtant, le conseil continuait d'avancer avec un optimisme prudent. Un soir, Holmes et moi marchions dans les rues embrumées. Son attitude était inhabituellement contemplative. « Watson, a-t-il déclaré, le véritable test d'un héritage ne réside pas dans le pouvoir qu'il détient, mais dans le caractère de ceux qui le protègent. » Je le regardais avec admiration, et ceux qui cherchent à l'exploiter, le regard de Holmes se durcit. Ils seront démasqués comme nous l'avons déjà fait. Mais la nuit m'apporta une révélation surprenante. En rentrant à notre logement, j'aperçus une ombre filant entre les ruelles. Mon instinct, aiguisé par des années passées aux côtés de Holmes, me conseillait la prudence. Dans nos chambres, un léger bruit, un léger clic nous alerta. Holmes était déjà en mouvement, une fureur calme dans le regard. « Il y a un rat parmi nous, » murmura-t-il. « Quelqu'un cherche à voler les secrets de l'héritage. » Nous avons passé des heures à enquêter, découvrant des manipulations subtiles des archives du Conseil et des enquêtes suspectes auprès des villageois. Il est devenu évident que l'influence de Hargrave persistait, ses partisans agissant dans l'ombre. Holmes a conçu un plan pour attirer les conspirateurs, en utilisant l'orbe comme appât.
tout en maintenant la façade de la coopération. Le piège était tendu dans la salle du conseil, désormais fortifié et surveillé de près. Holmes revêtit un déguisement subtil, se fondant parmi les membres et les visiteurs. Je me tenais prêt avec l'estrade, prêt à l'affrontement. Les heures passèrent, la tension grandissante, jusqu'à ce que, peu après minuit, une silhouette se glisse dans les couloirs sombres, tendant la main vers le piédestal de l'orbe. Les mouvements de l'intrus étaient rapides, mais maladroits sous la pression, trahissant le désespoir. La voix de Holmes résonna dans l'ombre. « Arrêtez, vous êtes encerclés. » L'intrus se figea, révélant un visage familier, l'un des plus proches alliés de Rahim, un homme motivé par la cupidité et une croyance erronée dans la vision de Hargrave. La confrontation fut brève, mais intense. Les aveux se multiplièrent, révélant un réseau d'intrigues visant à saper la paix fragile. Après l'incident, le Conseil renforça la sécurité et renouvela ses vœux de gestion. Les mystères de l'héritage étaient loin d'être entièrement percés, mais la voie à suivre était plus claire. La dernière réflexion de Holmes m'est restée en tête alors que nous quittions à nouveau la vallée. L'histoire est écrite par ceux qui survivent, Watson. Mais la vérité exige de la vigilance. L'héritage de Ponsonby ne perdurera que tant que nous en resterons les gardiens. Mademoiselle Jordan, debout sur le seuil, sourit faiblement. Grâce à vous, le secret de la vallée est préservé. Rahim serra la main de Holmes avec un respect retrouvé. Et l'avenir, bien qu'incertain, c'est à nous de le façonner. De retour à Londres, alors que le brouillard s'épaississait sur la Tamise et que les lampes à gaz vacillaient dans la nuit, Holmes retourna à sa chaise près du feu, une lueur familière de satisfaction dans les yeux. Encore un mystère résolu, songea-t-il. Pourtant, le jeu ne s'arrête jamais vraiment, Watson. Il y a toujours une autre ombre à traquer, un autre secret à percer. J'ai levé mon verre à sa santé, à la quête incessante de la vérité. Holmes sourit, modeste comme toujours. À la vérité et aux esprits assez vifs pour la trouver. Et avec cela, l'héritage du cartographe en disgrâce a trouvé sa place, non seulement dans des coffres poussiéreux ou des conseils secrets, mais dans les annales de la justice, gardés par ceux qui comprennent sa valeur.